bonjour à toutes, à tous. Cher docteur Bouchot, cher docteur Boucher, cher docteur Cando, cher public, merci à vous. C'est avec plaisir que nous vous accueillons ce matin dans le cadre de la présentation de l'ouvrage Voix créole, dire, entendre et faire entendre les voix créoles du XVIIe au XXe siècle. Le Memorial Act et Madame Vextris, directrice générale du Memorial Act, a tenu à co-organiser cet événement parce qu'il est important pour notre établissement de soutenir et d'accompagner les chercheurs tout le long du processus, et ça inclut également lors de la publication des ouvrages. Cette action, comme celle de ce matin, a pour but d'aider à soutenir, à diffuser et à vulgariser les savoirs. Ici, cet ouvrage entre particulièrement en résonance avec la volonté du Memorial Act de garder cette dimension transdisciplinaire et d'approfondir les expositions permanentes et temporaires que nous accueillons. Faire entendre les voix, faire entendre plusieurs voix, comprendre, remonter les origines de nos histoires, telle est la force de l'ouvrage qui nous sera présenté ce matin. Nous remercions, et je me joins à la directrice générale ainsi que les équipes du Memorial Act, d'avance les intervenants pour leur présence, mais aussi pour leurs travaux de qualité, qui sont essentiels dans nos missions et dans nos pratiques, aussi bien professionnelles, mais qu'envers nos publics. Avant de vous laisser, je tiens à vous remercier, vous, cher public, de votre précieuse présence et vous souhaite une riche matinée ainsi que des échanges fructueux. Bonne matinée à vous. Bonjour à tous, vous m'entendez bien là? Bien, chers amis, chers publics, merci d'être présents, merci d'être venus en dépit de vos charges professionnelles, administratives et parfois personnelles, et d'être présents un jour de semaine. C'est pas toujours facile. Voilà, nous en sommes extrêmement heureux. Alors, merci donc de venir à cette présentation d'un ouvrage pour lequel nous sommes très heureux de vous annoncer sa parution. Alors, ce matin, je commencerai par remercier tout d'abord le Mémorial, évidemment, toute l'équipe du MACT qui nous a réservé un accueil vraiment des plus chaleureux et qui a fait montre d'une très grande disponibilité. Je remercierai aussi le laboratoire Contexte, Recherche et Ressources en Éducation et en Formation qui a participé au financement de la parution de l'ouvrage, l'Université des Antilles, et bien évidemment, une fois de plus, tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Alors, je ne vais pas être très long, je vais simplement présenter l'équipe, quelques axes forts de l'ouvrage, et ensuite, bien sûr, je laisserai la parole à la table ronde. Alors d'abord, je présenterai mes collègues. Madame Gwenaëlle Boucher, qui présente ses excuses, qui est maître de conférence en littérature française et francophone, qui est en déplacement. Nathalie Bouchot, ici présente, qui a porté à bout de bras cette intervention aujourd'hui. Maître de conférence en anglais, en études anglophones. Et moi-même, Louis-Serge Cando, maître de conférence en linguistique. Voilà. Et nous sommes tous les trois à l'Université des Antilles. Alors, d'abord, peut-être à l'origine de ce projet, qu'est-ce qui nous a réunis? Vous l'aurez compris, c'est une aventure qui est d'abord une aventure humaine, donc une volonté de collaborer entre différentes disciplines, les langues, la théologie, l'histoire, la linguistique, l'anthropologie, la musique, etc. Nous avions déjà eu l'occasion de travailler avec les collègues ensemble, mais aussi de travailler avec des collègues de l'étranger. Vous verrez notamment la présentation de William Jennings, qui se trouve en Nouvelle-Zélande. Et oui, en Nouvelle-Zélande, on s'intéresse au créole, et en particulier au créole en Guyane. C'est un projet aussi qui répond à une dimension scientifique, avec une volonté d'aborder un pan de l'histoire de la Caraïbe au prisme de sa diversité. Il nous a semblé que pour rendre compte, non pas de façon exhaustive, mais de façon plurielle, de la richesse de nos territoires, il était difficile de se contenter d'une monographie, donc nous avons eu la prétention de répondre à la diversité du paysage, humain et naturel, par la diversité de son écriture. Enfin, une dimension que nous espérons être plutôt symbolique, avec un trait d'union entre les peuples et leur culture. Je dirai quelques mots de l'origine du projet, parce qu'il ne serait pas juste de ne pas rendre l'honneur aux collègues avec qui j'ai pu commencer à travailler en amont de l'ouvrage.
Donc d'abord Odile Hameau, que je remercie, maître de conférence en littérature française à la faculté Roger Thomson, avec qui on a eu déjà l'occasion de collaborer à un ouvrage pour études caribéennes, sous la direction à nouveau des presses universitaires des Antilles. Je remercie Sophie Tang et Olivier Dehorne. Et puis une collaboration, donc on avait commencé aussi avec Anna Forestier, que nous écouterons tout à l'heure, et que nous poursuivons cette fois-ci dans cet ouvrage. Enfin, je terminerai là-dessus, je dirai quelques mots du titre. Vous n'êtes pas sans savoir que le mot créole est un terme qui est relativement complexe, qui désigne historiquement d'abord une population, avant de désigner une langue. Ce n'est pas nécessairement le choix que nous avons fait dans l'ouvrage. Nous avons choisi une acception relativement large du terme et nous entendons dans notre ouvrage Voix créole la voix de tous ceux qui ont un intérêt affectif, intellectuel, sentimental ou anthropologique à l'espace élargi de la Caraïbe. Voilà, je vous souhaite de passer un bon moment en espérant que nous puissions répondre le plus dignement possible à vos questions qui seront passionnantes, je n'en doute pas. Merci de votre attention. Voilà, c'est mieux. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Donc, Madame Nathalie Bouchot, docteur en études anglophones. Je voudrais remercier tous ceux qui ont fait le déplacement. Remercier également donc, la gouvernance de l'Université des Antilles qui a vraiment appuyé ce projet. Remercier le CRILH, le CREF, tu l'as fait tout à l'heure, mon cher Olivier Serge, le MACT, la directrice vextrice, Mme Gaza, Mme Esselin. Merci pour votre soutien. Monsieur le doyen Pascal Nanou qui n'a pas pu venir, nous avons une petite concurrence aujourd'hui un peu féroce. Ce sont les journées de la recherche qui battent leur plein à l'Université des Antilles, mais ils sont de tout cœur avec nous. Donc merci à eux et tous ceux qui ont pu soutenir ce projet de près ou de loin. Alors aujourd'hui, je serai votre modératrice. Je vais donc vous présenter le programme. J'espère que vous avez tous pu en avoir un à l'entrée. Donc je vais inviter mes collègues, le docteur Kando, le docteur Seveno. Nous aurons un premier panel qui s'oriente davantage sur tout ce qui est donc colonisation. Donc c'est notre premier panel, donc colonisation, évangélisation. Nous avions également le docteur Yudikon Vanessa, qui est excusée, elle n'a pas pu être parmi nous, mais elle travaille sur les syncrétismes religieux issus du contexte de la période de l'esclavage. Donc notre premier panel, donc, comme je l'ai dit, colonisation et évangélisation. Donc je serai la première à intervenir. Ensuite, ma chère collègue, donc, le docteur Caroline Seveno, qui travaille avec moi à la faculté Roger Thomson. Et enfin, donc, le docteur Kando, qui parlera pour lui-même et également pour notre collègue, le docteur Salim, professeur des universités, Salim Labrani, qui n'a pas pu être présent. Merci par avance pour votre attention. Alors, j'ai dans mon article voulu, alors il s'intitule Libérer les hommes de couleur, The Latter-day Saints. Alors il va falloir que j'explique un petit peu dans quel contexte est-ce que cet article s'inscrit. Alors j'ai beaucoup travaillé, je travaille beaucoup sur la période de la réforme religieuse, donc avec Martin Luther et Jean Calvin. Et les Latter-day Saints, c'est une communauté, donc les Saints des derniers jours, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, est née aux États-Unis en 1830, mais dans un contexte assez particulier, c'est-à-dire que, comme on le sait bien, donc les protestants ont commencé à se développer, donc plusieurs églises. Donc il y avait les anabaptistes, les méthodistes, les presbytériens. Il y a beaucoup de confessions qui ont vu le jour durant ce qu'on appelle les réveils religieux. Donc le premier réveil religieux, on l'estime à peu près à 1720 et le second à peu près à 1800 à peu près. Et donc ce sont des périodes, si vous voulez, qui se caractérisent par une certaine ferveur religieuse. Pourquoi ? Parce que les protestants qui s'inscrivaient en contre-pied
de l'Église anglicane, pour des raisons doctrinales, ont commencé à vraiment avoir des querelles intestines. Et donc, il y a eu une démultiplication des dénominations religieuses. Et donc, dans ce contexte est apparu également donc, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, l'Église de Jésus-Christ des 5 derniers jours, que j'ai choisi déjà parce que, comment dirais-je, si vous voulez, c'est un sujet qui s'inscrit dans le prolongement de ma thèse, hein, tout simplement. Et également, j'ai pu observer qu'il s'agissait d'une communauté qui considérait les créoles comme... Alors, le premier président, veuillez m'excuser, c'est Joseph Smith Jr., qui était le président. Et il faisait partie, si vous voulez, des religieux qui considéraient que les Noirs, les créoles, devaient être libérés. Vous savez que c'est la période d'avant-guerre de sécession. Et donc, c'était une période particulière où le nord états-unien et le sud se faisaient la guerre, notamment sur cette question de l'esclavage. Donc, ma question vraiment était de savoir pourquoi est-ce que dans un contexte où les Noirs étaient considérés comme étant damnés, donc portant ce qu'on appelle la marque de Caïn, alors je ne vais peut-être pas trop en dire, mais juste assez vite. Alors la marque de Caïn, c'est quoi? Ce sont des interprétations religieuses, si vous voulez, des Écritures. Aux États-Unis, le racisme n'est pas seulement, comment dirais-je, ce n'est pas juste l'antagonisme par rapport à une différence de couleur. Il s'agit également de croyances profondes doctrinales selon lesquelles la couleur noire a été infligée aux descendants, par exemple, de Cam, la marque de Cam, parce qu'il avait découvert la nudité de son père. Et selon des écrits qu'on appelle apocryphes, c'est-à-dire qui ne sont pas, ce sont des écrits qu'on dit inspirés, mais qui ne s'inscrivent pas, si vous voulez, dans les versions de, par exemple, la King James Version ou la Sainte Bible. Ces versions, si vous voulez, ont été utilisées, ont été profondément ancrées dans les croyances états-uniennes. Donc, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, cette Église voulait, ce président a voulu expliquer que les Noirs étaient des enfants de Dieu, comme les autres, et que l'esclavage, la mise en esclavage d'autrui n'était pas quelque chose de chrétien, et qu'il s'agissait simplement d'interprétation de ces écrits. Donc il y a eu quelques antagonismes, bien évidemment, certaines violences au niveau des États et par rapport à cette Église, à cause de son positionnement justement anti-esclavagiste. Donc c'est également un président qui a voulu, alors président de son Église, le fondateur de cette Église, qui a également souhaité se présenter à la présidence des États-Unis. Et alors, dans son programme, il avait prévu l'abolition de l'esclavage. Voilà. Donc, en gros, c'est ce que je souhaitais dire. Je ne sais pas si j'ai dit assez de choses. Ma foi, si vous avez davantage de questions, n'hésitez pas donc à revenir vers moi. Voilà, merci pour moi. Donc, ensuite, ma collègue, Madame Sévéno, maîtresse de conférence en études en histoire, voilà, donc va nous présenter son article. Merci beaucoup. Merci Madame Bouchot. Bonjour à tous et merci au directeur de cet ouvrage de m'avoir permis d'y contribuer. Et je vais justement commencer à aborder mon article par la fois où Madame Bouchot m'a téléphoné en me disant « On a ce projet-là, tu es historienne, est-ce que tu souhaiterais y participer, de quelle manière ?» Au premier abord, j'ai réfléchi, je pensais au Marronnet, je pensais à différentes choses. Et puis après avoir raccroché avec elle, j'ai repensé à une phrase écrite dans les récits de voyage du père Dieu-Tertre, qui est celle prononcée par un Caraïbe. Je vous la cite. « Oh, yak, France, mouche, fâche, limaté Caraïbe ». C'est une phrase qui est assez connue, en tout cas pour les historiens. Je ne sais pas si on a l'habitude de l'entendre. Cette phrase, c'est « Oh, Jacques, les Français sont très fâchés. Ils ont tué les Caraïbes ». Donc c'est une phrase prononcée par un Caraïbe au moment où les tensions s'exacerbent entre
peuple, nation première et français en Guadeloupe. Et donc, ce Caraïbe vient prévenir un Français avec qui il s'entendait bien de la situation qui se dégrade. Et je me suis dit, là, on est face à un proto-créole. Et ce proto-créole, il est assez intriguant parce qu'il s'adresse à un Français, il est Caraïbe, et quand on regarde les racines de chacun des mots qu'il utilise, on y trouve évidemment du français, mais on y trouve aussi de l'espagnol. Mouche viendrait de mucho, donc espagnol, mater du verbe matar. Donc on a là cette espèce d'imbroglio historique duquel va naître nos sociétés créoles, à savoir un territoire sur lequel des conflits éclatent, mais aussi où des peuples vont se retrouver, entre guillemets, contraints de construire une histoire commune. Donc je suis partie de cette idée-là en me disant, mais en réalité, la voix créole qu'on entend le moins, et le moins souvent, c'est celle des Caraïbes. Donc j'ai repris des écrits qui sont très connus, je peux vous les citer, je pense que vous en avez tous entendu parler, alors peut-être moins que les autres, mais en tout cas, le révérend Père du Tertre, le Père Labat, le sieur de la Borde, on l'utilise beaucoup moins, le sieur de la Borde, et d'ailleurs il a des mots extrêmement durs sur ce peuple caraïbe, c'est lui qui les traite quasiment d'animaux, il a des mots violents envers eux. Je pense que la répulsion, notamment de la nudité et de l'altérité que provoquent les Caraïbes chez lui, se lit dans sa plume. Donc je suis repartie de ces textes assez connus, et au sein de ces textes, je n'ai pas cherché à savoir ce que les Européens connaissaient des Amérindiens, puisque finalement c'est une démarche qui est assez connue. On sait qu'a priori il y a des langages distincts entre les sexes, on sait que ce sont des peuples qui vivent dans un système de chefferie, tout ça c'est des choses qui ont été racontées par les chroniqueurs, mais j'ai repris tous ces écrits et j'ai cherché toutes les fois où les chroniqueurs utilisaient l'expression « les Caraïbes nous disent » ou « les Caraïbes nous racontent »,« les Caraïbes pensent que ». Et à partir de ce travail, j'ai finalement trouvé un certain nombre d'occurrences qui me permettent, à mon avis, d'esquisser un pas de côté par rapport à ce qu'on fait d'habitude sur ces textes-là. Ne pas chercher dans ces textes-là ce que l'Européen pense de ces nations premières, mais ce que ces nations premières pensent de nous, d'elles-mêmes, et surtout de la comparaison. Et nos deux communications semblent a priori dénuées de pont. En réalité, il y a l'une des parties de mon article qui traite de la question religieuse. La pratique religieuse des Amérindiens nous est connue grâce aux chroniqueurs religieux. En revanche, ce qui est rarement écrit, en tout cas moi je ne l'ai pas retrouvé ailleurs, c'est ce que pensent les Amérindiens de la pratique religieuse européenne, ou ce que les Européens découvrent comme des similitudes entre leur pratique religieuse et celle des Européens. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Parce que le sieur de la Borde, que j'ai cité tout à l'heure, qui est d'une violence dans ses écrits assez notable, je pense que si vous avez envie de détester les nations premières, lisez un petit peu le sieur de la Borde, vous pourrez être assez convaincu. Si vous prenez ses écrits, en réalité, il est aussi le premier à faire un pont et à découvrir des similitudes entre les pratiques religieuses amérindiennes et la foi catholique des Européens. Notamment, alors c'est l'exemple que j'ai utilisé dans le livre parce qu'on est contraint par le volume de texte, mais il y en a d'autres, mais notamment sur le parallèle sur le déluge. Il écrit lui-même, il raconte que les Caraïbes lui ont raconté l'équivalent d'un déluge, mais dans leur culture à eux, et il termine cet exposé en disant: il semblerait quand même que ces peuples-là aient été à un moment touchés par l'Évangile et qu'ils l'ont depuis oublié. C'est intéressant puisque du coup, ce qu'a raconté l'Amérindien va finalement pousser l'Européen dans ses retranchements, lui qui a tant écrit qu'ils étaient des sauvages, bestiaux, dénués d'humanité, dont la nudité est affligeante, choquante, se retrouve contraint à conclure que finalement, ils ne sont pas si différents sur la totalité de ce qui les lie finalement. Alors, je n'ai pas, dans cet article, étudié uniquement la question religieuse, j'ai aussi étudié le rapport que les Amérindiens décrivent avec les Européens.
on a un rapport qui évolue au cours entre le XVe siècle et le XVIIIe siècle, qui est ma période de prédilection, et on observe en réalité que dès les premiers voyages, donc dès ceux de Christophe Colomb et puis ceux qui suivent après, on a en réalité des échanges qui se font, les tout premiers, hein. On sait tous que ça a dégénéré très vite, mais les tout premiers, en réalité, ce qu'on observe, c'est que les Amérindiens ont été extrêmement généreux sur leurs connaissances, leur savoir. Christophe Colomb écrit lui-même que s'il a réussi à aller d'une île à l'autre aussi facilement, que s'il sait que la côte qu'il longe n'est pas un continent mais bien une île extrêmement grande, c'est parce que les peuples de Guanahani puis d'Hispaniola, d'Haïti donc, le lui ont dit. Et en réalité, évidemment, je ne vous apprends rien, les relations se sont très vite dégradées. Et lorsqu'on étudie la parole des Amérindiens sur nos îles françaises, les Amérindiens étaient très loin d'avoir... on lit souvent que les premiers contacts sont extrêmement pacifiques, qu'ils s'entendaient bien, que le monde était beau, que tout allait bien au début, et tout ça. En réalité, ce qu'on observe lorsqu'on fait ce pas de côté, qu'on ne saisit que la parole amérindienne dans ses écrits, ce que l'on observe, c'est qu'en réalité, ils mettent en place des démarches diplomatiques. C'est-à-dire qu'ils sont totalement et fondamentalement anti-espagnols, du fait des violences exercées, notamment dans le nord de la Caraïbe, que les tensions avec les Anglais font qu'ils se méfient d'eux comme de la peste, restent du coup comme dernier allié, le dernier arrivé dans nos eaux, les Français, et du coup, ils vont à de multiples reprises tenter d'assurer des relations diplomatiques pour conserver les derniers territoires qu'ils ont, à savoir la Dominique puis et Saint-Vincent, et surtout faire en sorte de ne plus entrer dans des périodes de conflits ouverts. Il y a par exemple un événement à Sainte-Lucie où des Amérindiens attaquent des positions européennes et tout de suite on observe dans les sources que les Amérindiens se dédouanent de ça et disent il faut maintenir des relations pacifiques si l'on veut finalement conserver le peu qui nous reste. Voilà ce sur quoi porte mon article. Alors évidemment, là j'ai dû synthétiser. Il y a évidemment toutes les connaissances sur la nature, mais aussi les modes de transmission. Parce qu'on a l'habitude, on sait que les Amérindiens ont transmis leurs connaissances sur la botanique, ont transmis leur usage des plantes médicinales. Moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'était de voir à quel point on était allé au-delà d'une simple transmission. Tiens, cette feuille, elle va soigner tel mal. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était de voir aussi la transmission des savoir-faire. Et dans les écrits, notamment cette fois-ci de Breton, on voit qu'ils sont allés beaucoup plus loin que de dire telle feuille va soigner tel mal, telle huile va te permettre de faire ça, mais ils sont allés, lorsque les relations étaient suffisamment bonnes, jusqu'à enseigner la manière de produire certaines choses auprès des Européens. Donc voilà pour ma contribution à cet ouvrage. Merci beaucoup, docteur Sievenaud. Nous ne manquerons pas de vous poser quelques questions. Alors, nous allons maintenant passer à notre cher docteur Olivier Candeau, co-directeur d'ouvrage, et qui va intervenir ici en tant que contributeur. Merci, Olivier. Merci, Nathalie. Voilà, je pense que vous en avez un exemple. On a à la fois des contributions qui peuvent paraître extrêmement éclatées, et en même temps, on trouve au fil de la lecture, en tout cas, je ne sais pas si vous aurez cette impression, un certain nombre de parallèles, que ce soit sur le plan religieux ou que ce soit sur le plan tout simplement de contact de langue ou de contact de peuple. Alors là, pour le coup, je vais intervenir simplement sur les deux contributions que j'ai pu faire pour l'ouvrage. Alors, la première contribution porte sur ce qu'on appelle la philologie coloniale, c'est-à-dire la façon dont les Européens, les colons, ont décrit les langues qu'ils ont pu entendre. Et la deuxième s'intéresse à c'est pas vraiment un grammairien, mais quelqu'un qui a parlé de grammaire, Jean Turiot. Alors, ces deux contributions, pour être honnête, et je pense qu'elles donnent sens à la lecture,
sont inspirés des travaux de Lambert Félix Prudent, qui a été un collègue, un ami, mais avant tout une source d'inspiration. Et donc c'est vraiment je suis parti de ces travaux qui, dès les années 80, s'intéressent à la façon dont les Européens entendent des langues dont ils ne comprennent pas forcément l'étendue, la composition, mais qui arrivent chargés d'un vrai bagage théorique, parce que souvent ce sont des religieux, et les religieux, comme vous l'imaginez, sont pétris de culture humaniste et surtout de connaissances philologiques en latin et en grec. Alors c'est pas forcément idéal pour décrire la langue des Amérindiens, la langue des Africains et un peu plus tard ce que deviendra le créole, mais c'est quand même pratique parce que ça donne des cadres épistémologiques. Donc je suis parti de ça et j'ai essayé de comprendre un petit peu quelle logique il pouvait y avoir dans la description des langues en contact de ce qu'on appellera alors, du proto-créole et puis du créole chez les missionnaires. Et on s'aperçoit de façon générale que si on regarde l'axe du temps, du XVIIe au XIXe siècle, et bien finalement leur description, alors peut-être elle prêterait peut-être à sourire pour les grands créolistes aujourd'hui, peut-être pour des grammairiens ou des spécialistes du créole aujourd'hui, on peut trouver que les descriptions sont un peu maladroites. Par exemple, concrètement, ils se posent la question, ils se disent il n'y a pas de verbe être en créole, enfin, ils n'arrivent pas forcément bien à le repérer, parce que le verbe être en créole, parfois c'est tantôt lié, parfois c'est tantôt une copule, c'est-à-dire un ensemble vide. Donc ils font l'hypothèse que ça n'existe pas, et donc ils se retrouvent avec des problèmes de traduction, qui sont des vrais problèmes de traduction aujourd'hui. Comment est-ce qu'on traduit bien dans une langue, dans un proto-créole ou un créole, comment est-ce qu'on traduit Dieu existe, par exemple. Voilà. Donc ils se posent ce type de questions. Et soucieux d'évangéliser ces esclaves, qui sont évidemment des païens qu'il faut bien évidemment remettre dans l'ordre de Dieu et Fissa, ils vont être obligés d'utiliser cette langue qui est en train de naître dans la colonie. Donc j'ai essayé de trouver un petit peu une logique dans tout ça, et je me suis aperçu de quelque chose qui m'a intéressé, que je suis en train de creuser. C'est que beaucoup de ces chroniques, auxquelles on a prêté évidemment beaucoup d'attention, et pour le coup, on peut en remercier des historiens qui ont fait un travail très important dessus, par exemple le très regretté Jean-Pierre Salton, dont pour ma part, la lecture a été vraiment, là aussi, une véritable révélation. On peut parfois un petit peu s'étonner du crédit qu'ils prêtent au discours des missionnaires. C'est-à-dire qu'effectivement, on leur prête une certaine autorité, une certaine authenticité, et parfois, en fait, on se rend compte que les anecdotes qu'ils racontent, en fait, ils ne les ont pas vécues. Ils n'ont pas pu les vivre, tout simplement, ils les ont lues. Et donc, en fait, ils utilisent un procédé qui, évidemment, est aussi vieux que la littérature, qui est celui de l'intertextualité. Et donc, ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'ils construisent une représentation du monde qui est une représentation, j'allais dire, d'ethnographe en herbe, avec un regard d'Européen, mais en même temps qui est pétri de leur propre lecture. Donc ça, c'est très très intéressant parce que c'est le travail que je me suis efforcé de faire et que je m'efforce de faire aujourd'hui qui est passionnant, c'est-à-dire d'essayer d'aller dépouiller dans les textes, de débusquer ce qui relève éventuellement peut-être de ce qu'ils ont vraiment entendu et parfois de tout simplement ce qu'ils ont lu, on dirait aujourd'hui plagié, dans d'autres ouvrages. Et donc, du XVIIe au XIXe siècle, on se rend compte que bon an, mal an, avec peut-être beaucoup de maladresse, ils établissent les premiers cadres de la description du créole et de ce qui deviendra plus tard au XIXe siècle une véritable grammaire créole. Alors je ne dis pas qu'on leur doit tout, loin de moi cette idée, je dis simplement qu'ils sont les premiers à mettre le doigt sur des problèmes grammaticaux qui se posent et sans forcément en tenir compte aussi des premiers problèmes de graphie. Alors même si la graphie ne sera pas standardisée avant le XXe siècle, enfin, d'abord en Haïti et ensuite en Guadeloupe, en particulier avec le Gérec, mais les premiers problèmes de transcription, de passage entre l'oral et l'écrit, ce qu'on appelle la phonie et la graphie, se posent dès les missionnaires. C'était toujours intéressant de voir comment est-ce qu'ils bricolent des formes écrites. Donc ça, c'est le premier article. Le second, ça porte sur Jean Curiot, donc qui est un auteur qui est un peu méconnu, qu'on met un peu de côté, parce que c'est pas un grand créoliste. C'est quelqu'un qui a voyagé en Martinique et qui a décidé de faire une grammaire du créole. Bon, qui n'est peut-être pas une grammaire idéale, évidemment, mais là, pour le coup, je suis parti d'une citation de Prudent qui s'aperçoit qu'en fait, Curiot a véritablement plagié. Alors là, on est au XIXe siècle, donc on peut utiliser le terme. Il a recopié une phrase qu'il a prise dans un discours beaucoup plus ancien. Et donc, je suis allé un petit peu creuser pour voir c'est ce Curiot qui nous assène
d'idées toutes faites en bien une page en nous disant que son travail est d'une originalité incroyable. Et bon, là, à cette époque-là, on n'avait pas de ChatGPT pour vérifier les sources. Et en fait, de fil en aiguille, on s'aperçoit qu'il a emprunté à des catéchismes, à des dictionnaires, etc. Et qu'il se construit une grammaire, bon, qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tirant les fils. Et donc j'attire votre attention là-dessus, parce que bon, ben, quelqu'un qui plagie, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que pour décrire la société martiniquaise et la langue martiniquaise, il va aller piocher dans le fond européen. Et là, je crois que c'est un peu à l'image de cet ouvrage, c'est-à-dire que pour parler de la Caraïbe, eh bien, on pioche un peu dans la Caraïbe, mais on pioche un peu en Europe, et on pioche aussi dans les autres territoires d'outre-mer. Et donc, je fais ma transition avec Salim Lamrani, qui ne peut pas être parmi nous, qui est un professeur des universités à La Réunion, qui est issu de la commune du Tampon. Alors, je ne sais pas où c'est sur la carte, mais je sais que c'est à La Réunion, et qui a travaillé, alors j'avoue que je ne vous cache pas que j'aime beaucoup les contributions de mes collègues, mais j'ai un petit coup de cœur peut-être plus particulier pour sa contribution, parce que ce n'est pas une contribution scientifique, c'est un entretien avec Daniel Waro, qui est un musicien actuel, qui malheureusement a été en prison pour ses opinions politiques. C'est un véritable résistant, et qui fait passer dans sa musique traditionnelle à la fois une volonté de s'ouvrir à l'héritage musical et anthropologique de La Réunion, et ça j'apprécie beaucoup, sans jamais se départir de sa culture aussi partiellement européenne. Et il crée vraiment un pont, une transition, une passerelle entre les cultures à laquelle j'ai été particulièrement sensible. Donc ce n'est pas une contribution scientifique, au sens où ce n'est pas un texte canonique à ce niveau-là. En revanche, il donne à entendre et à voir peut-être, je ne sais pas, moi mentalement, une perspective à la fois musicologique et anthropologique. Voilà, ça fait un peu le pont aussi avec le travail de Bernard Cagnier qui ouvre le recueil dont on parlera dans le deuxième panel. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Donc nous allons vous passer la parole et répondre à vos questions. Bonjour à tous et merci aux contributeurs. Pendant sa présentation, Madame Bouchot a nommé Joseph Smith, n'est-ce pas, qui était favorable à la libération des créoles. Alors, quel est le sens du mot créole dans ce cas-là? De qui s'agit-il exactement? C'est une très bonne question. Alors, il y a effectivement plusieurs acceptions, donc homme de couleur, créole. Moi, je me suis plutôt appuyée sur la définition qui était en vigueur à l'époque, c'est-à-dire toute personne possédant du sang noir, donc mulâtre et noir. Franchement noir, voilà, comme on dit. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à votre question, docteur. Monsieur Thompson. D'autres questions? Alors, je voulais en profiter pour vous montrer une petite image, mais je pense qu'il n'y a personne en régie. Est-ce qu'il y a quelqu'un en régie? Merci beaucoup. Parfait. Donc voilà, donc, le fondateur de la Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, sur laquelle j'ai travaillé, j'ai vécu en Utah, hein, donc que je connais, une communauté que je connais très bien. Le fondateur, et puis pour pouvoir plus vous mettre dans l'actualité, pour ceux et celles qui ne sauraient pas à quelle communauté je fais référence, peut-être que la deuxième image sera plus évocatrice pour vous. À la régie, merci. La seconde image, s'il vous plaît. Ah, voilà. Est-ce que c'est plus évocateur, je me dis. Voilà, exactement. Donc, c'est vrai que je profite juste pour ajouter deux petites choses que j'ai peut-être omises. C'est vrai que souvent, alors parce qu'il s'agit d'une communauté qui a commencé dans un état dit blanc, si vous voulez, parce qu'ils ont eux-mêmes été persécutés, ils ont dû fonder leur état eux-mêmes, on se dit, voilà, c'est une église blanche.
Et c'est souvent effectivement ce que j'ai entendu ou l'idée qu'on s'en fait. Mais c'est vrai que quand on va à la source et quand on regarde les écrits fondamentaux, on voit qu'en fait les dirigeants, alors bien évidemment, je ne vais pas vous raconter des histoires, bien évidemment qu'il y a du racisme partout, et bien évidemment qu'au sein même de la communauté, il y avait des personnes qui n'étaient pas favorables. Ceci étant, la doctrine elle-même était justement en faveur de la libération des hommes de couleur, des créoles. Voilà. J'ai rajouté ce que je voulais rajouter. Merci. Alors, j'avais une question concernant l'intitulé, donc le terme voix. Je voudrais savoir s'il s'agit uniquement des intermédiaires qui font entendre dire les voix ou s'agit-il aussi directement de ces voix dans vos travaux? Alors, je me suis permis de prendre la question, je t'en remercie beaucoup. Alors, le terme de voix, il est vraiment pluriel dans l'ouvrage. Alors, je sais que le terme pluriel, c'est le terme à la mode qu'on met quand on ne sait pas quoi répondre, mais c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment au sens littéral du terme. C'est-à-dire que voix s'entend à la fois dans quelque chose de matériel, c'est vraiment la première partie de l'ouvrage, avec en particulier l'article de Bernard Cagnier qui est consacré à la musique aux Antilles, en particulier à Saint-Domingue, donc Saint-Domingue anciennement Haïti, c'est le terme colonial. Donc la matérialité sonore, elle est aussi dans son expression avec l'entretien de Daniel Waro, donc qui clôt l'ouvrage, donc on a fait un petit écho entre le travail de Bernard et celui de Salim. Et alors après, les voix, on a essayé de prêter un peu attention à la voix de ceux que l'on entend peu, donc c'est le sens de l'article, si je l'ai bien lu, de Caroline Sévenot par exemple, ainsi que ceux qu'on a mis vraiment dans la première partie. Donc là, il y a quelques extraits où tu pourras effectivement trouver des transcriptions de voix d'esclaves, en sachant qu'on en a très peu. Et après, ces voix, bon, souvent au sens un peu plus symbolique, avec la poésie qu'on peut trouver en Martinique ou en Guadeloupe au début du XVIIIe siècle. En revanche, il est vrai, alors un peu à la... C'est pas une déconvenue, mais j'avoue que c'était un peu une déception par rapport au premier numéro, enfin au numéro qu'on avait coordonné avec Odile dans l'étude caribéenne. On avait laissé une toute petite place au travail de Gilles Delattre, qui travaille pour le coup vraiment sur la voix des esclaves, alors pas au sens phonologique ou phonétique du terme, pardon, mais qui travaille sur ce qu'on appelle les données alternatives. Alors le counter data, donc c'est l'idée en fait qu'on prête la voix à ceux que l'histoire a mis un peu de côté. Et donc en tant qu'historien, il a beaucoup travaillé sur la transcription des voix d'esclaves, des propos rapportés d'esclaves au tribunal, notamment au tribunal à Basse-Terre, pour des procès évidemment, alors, comme tu le sais certainement, pour les grands procès d'empoisonnement qui traversent la Guadeloupe. Alors c'est très très intéressant. Alors évidemment, ce sont transcrits par des blancs qui ne parlent pas nécessairement le créole, donc il y a évidemment, et puis tu penses bien que la graphie n'est pas normalisée, donc les transcriptions sont parfois un peu fantaisistes, mais c'est vraiment l'occasion, dans le travail de Gilles Delattre, de vraiment d'écouter quelques transcriptions de voix d'esclaves. Alors on en a un peu dans l'ouvrage quand on travaille notamment sur les missionnaires. On a parfois des propos rapportés d'esclaves, mais ce sont toujours des propos rapportés par les missionnaires. Donc il est vrai que c'est difficile d'avoir ce travail un peu brut sur une prise de parole authentique. Donc elle l'est rarement, avec des difficultés de transcription et puis bien évidemment des filtres qui sont des filtres idéologiques, c'est-à-dire qu'on ne transcrit que ce que l'on a bien envie de transcrire. Alors si tu prends par exemple les travaux les écrits du Père Labat, bon, moi j'ai travaillé sur une version a priori apocryphe du Père Labat, donc tout est en parole rapportée. Donc c'est intéressant d'un point de vue idéologique parce que il fait parler les esclaves, mais il y a quand même un phénomène de ventriloquie, c'est-à-dire qu'en fait c'est lui qui écrit en fait à la place des esclaves, donc ça c'est un peu la difficulté. En revanche, si tu prends par exemple les textes de Maurice de Saint-Michel par exemple, bon là il y a très peu de choses, ou le Père Péleprat par exemple, tu vas vraiment trouver des
des petites anecdotes, ou bien chez Moreau de Saint-Méry, par exemple, il y a des scènes de danse vaudou avec des chants qui sont transcrits, donc avec évidemment le filtre graphique et le filtre idéologique. Mais sinon, c'est du côté de l'histoire qu'il faut se tourner, et ça fait l'objet d'une autre recherche, mais je ne peux pas en parler parce qu'elle est en cours. Merci. Oui. Je voudrais juste demander une précision à ce docteur Sebnou. Vous avez parlé d'un des moines, alors je n'ai pas retenu son nom parce que c'est lui que je ne connaissais pas, effectivement, mais j'aimerais bien savoir c'est quelle période, quelle date, parce que là nous sommes quelqu'un qui, par exemple, est particulièrement scandalisé par la question de la nudité, mais il y a des textes qui sont d'une autre ère géographique, enfin, en tout cas, par exemple, les textes de Jean de Liry qui parlent de la terre du Brésil, qui sont du XVIe siècle. Alors, je voudrais savoir, mais là, c'est un texte de quelle période exactement? Alors, la question de la copie évoquée par mon collègue se pose moins sur les textes que j'ai utilisés, puisque l'idée c'était d'étudier cette question-là sur des espaces français. Donc les 3 textes que j'ai le plus utilisés sont des textes produits au XVIIe siècle, puisque c'est le siècle où les Français arrivent pour s'installer. Donc c'est véritablement les 3 textes que j'ai utilisés le plus. Breton, Le Sieur de Laborde et du Tertre. J'ai peu utilisé là-bas, justement parce que là-bas parle de faits durant lesquels ils n'étaient pas sur le territoire. Ce qui n'est pas le cas des 3 chroniqueurs que moi j'ai utilisés, qui sont sur le territoire au moment où ils relatent les faits. Maintenant, même s'ils se copient pas, ces 3 auteurs, ils sont, à mon avis, très emprunts aussi des textes des autres puissances coloniales qui ont produit avant eux. C'est une évidence que les textes circulent bien plus que ce qu'on peut s'imaginer, et lorsqu'ils écrivent sur cette colonisation française, ils connaissent, à mon avis, les écrits notamment des Espagnols. Donc après, c'est toujours la même chose. Le Sieur de Laborde, c'est à mon avis le contact avec une culture aussi différente de la sienne qui l'amène à écrire d'une façon aussi dure sur ces personnes. La nudité, elle est connue dès les premiers voyages, puisque les premières images des Amérindiens qui sont ramenées d'Europe sont de toute façon des images d'hommes et de femmes nus. Donc c'était pas une surprise le fait de rencontrer des gens qui ne se couvraient pas. C'est le fait de le vivre, je pense, qui diffère pour cet auteur. C'est effectivement l'un des auteurs, c'est un peu comme l'anonyme de Carpentras. On sait qu'ils existent tous, mais on a plus tendance effectivement à utiliser du Tertre, Breton et là-bas. Breton, pour le coup, c'est lui qui est l'auteur, alors d'un récit de voyage, mais c'est lui notamment qui a produit le dictionnaire franco-caraïbe, donc qui est allé vivre avec les Amérindiens, et c'est pour ça que c'est l'auteur que j'ai majoritairement utilisé, puisque ne serait-ce que dans son dictionnaire, les occurrences de « ils disent », parce qu'il voit bien qu'il y a des mots qui sont extrêmement difficiles à traduire dans sa langue européenne, et du coup il se retrouve souvent à faire des comparaisons. Donc les occurrences sont extrêmement nombreuses dans ce dictionnaire, où il ne se satisfait pas de mettre un mot et son équivalent dans la langue française, mais où il est contraint de décrire. Il utilise beaucoup aussi des termes pour comparer. Le mot semblable, de mémoire, revient, je crois, 29 fois. Tous les termes de comparaison sont assez récurrents, puisque comme il n'y a pas vraiment d'équivalent dans notre langue, il se retrouve à souvent expliquer un mot par ce que lui disent les Amérindiens, de sa signification. Et donc c'est le Sieur de Laborde, celui, je pense, dont vous aviez oublié le nom. Voilà, et les 3 17e. Oui. Voilà, je suis très malheureuse d'être arrivée en retard et d'avoir manqué les contributions. Mais je vois que
de ce que j'ai entendu quand même, je vois que vous évoquez très bien les obstacles auxquels nous pensons pour un tel travail, c'est-à-dire la médiation, l'authenticité, le fait de devoir se reposer sur des textes ou des rapports qui ont déjà subi une interprétation du contexte, du gaze, external gaze de l'autre qui parle, des différentes choses. Donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, mais j'aimerais bien savoir comment vous avez, à votre niveau, contré ces obstacles. Comment vous pensez, et est-ce que vous pensez avoir réussi à quel pourcentage? À quel pourcentage? À 100%? Est-ce que... voilà. Et une autre question dans la foulée, votre motivation pour un tel travail est certainement évidente, mais quel est le but peut-être quand on donne à entendre, on fait entendre, le titre c'est faire entendre, voire dire, entendre faire entendre les voix, est-ce que c'est faire entendre aux jeunes, au public, est-ce que c'est une étude qui devrait être arrivée non pas aux étudiants mais un peu tout le public, voilà, dans une perspective de tolérance ou dans quelle perspective, dans quel but? Alors, je vais commencer. Je pense que si on avait l'impression d'avoir tout fait, on serait en réalité assez frustré. Et je pense qu'il reste beaucoup de textes qu'on n'a peut-être pas utilisés en déplaçant le regard. C'est-à-dire que les chroniqueurs religieux, on l'a tous dit, on les a toujours tous étudiés pour reconnaître la naissance de ces sociétés, pour reconnaître un peu de culture matérielle, l'évangélisation. En revanche, c'est des textes, par exemple, qu'on commence à interroger pour saisir les voix comme je l'ai fait, mais c'est des textes aussi que certains jeunes chercheurs utilisent pour questionner la condition de la femme. Donc ces textes, même si eux sont immuables et ne changeront pas, c'est le regard de l'historien qui, lui, va évoluer, va changer de prisme et d'angle d'attaque sur eux. Et ensuite, il y a aussi la comparaison, peut-être, de textes. Là, j'ai travaillé sur des auteurs francophones. Je pense que la limite, elle est déjà celle-là. Je viens d'évoquer en répondant à monsieur l'existence de textes semblables en espagnol. Peut-être que d'aller chercher cette parole amérindienne sur ceux qui ont en premier colonisé, peut-être qu'elle apporterait un angle d'expertise intéressant. Ensuite, pourquoi on travaille sur ce genre de thématique? Je crois que toutes ces études montrent en réalité que nos sociétés, elles sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus riches d'histoires, de faits, de groupes et de pensées que ce qu'on a bien voulu vendre, entre guillemets, pendant assez longtemps finalement. Cette société, elle n'est pas si manichéenne que ça, le colon, l'esclave, mais on a plein de catégories intermédiaires, les livres de couleurs, les livres de fêtes, ce qu'on appelle les livres de savane, et que plus on va aller chercher l'histoire dans ses détails, la connaissance exhaustive de ces catégories différentes, de ces catégories qu'on a passées sous silence ou qu'on a volontairement oubliées, plus on va enrichir notre histoire de tout ça, plus je pense qu'on sortira grandi, on sortira aussi renforcé de ces connaissances-là pour soit... peut-être que tous nos travaux vont aboutir finalement à une conclusion, mais en fait ce monde est très manichéen, et puis finalement, ou autrement, dans une autre, peut-être qu'à force de chercher, on se rendra compte que cette construction manichéenne, elle oppose trop, elle réunit pas assez, et que à force de travail, peut-être qu'on verra qu'il y a eu plus de ressemblance que de dissemblance. En tout cas, c'est ma manière de travailler. Merci. Alors, de mon côté, j'ai eu effectivement plusieurs obstacles. Le premier étant que la communauté sur laquelle je travaille est très peu connue ou mal connue en France. Donc, je n'ai pas beaucoup de ressources concernant cette communauté, la communauté des Lalbessens. Et donc, si vous voulez, il faut vraiment aller déjà dans des écrits en anglais et très anciens. Ces écrits relatent ou donnent très peu la voix en fait à ces esclaves. Donc comme je l'ai dit, mon article s'inscrit vraiment dans la période d'avant-guerre de sécession.
Et donc c'est une période où les chrétiens, je l'ai dit tout à l'heure, commencent vraiment à se demander mais pourquoi est-ce qu'on mettrait des personnes en esclavage par rapport à leur couleur de peau. Et donc, de mon côté, en tout cas, j'ai eu très très peu de ressources vraiment directes de ces esclaves. En revanche, effectivement, j'ai dû travailler avec ce que, encore une fois, a été dit, si vous voulez, par les missionnaires eux-mêmes. C'est-à-dire que nous recueillons des esclaves en fuite. Nous recueillons, alors notre communauté accueille des nouveaux noirs, comment dirais-je, voilà, en fuite, hein, des marrons, si vous voulez, états-uniens. Et donc à ce niveau-là, c'est ma première difficulté, c'est que j'ai très peu de ressources en français, enfin difficulté entre guillemets, puisque je comprends l'anglais. Mais voilà, donc c'est déjà pouvoir permettre que cette voix, la voix des Noirs Latter-day Saints, finalement, qui se convertissent, puisse passer de l'anglais au français et finalement, quand même, être dite, même si c'est par comment dirais-je, à travers le prisme des missionnaires. Ensuite, je disais hier soir sur Guadeloupe Première, je pense que ce qui me séduit, si vous voulez, dans cet ouvrage, et je pense le fil conducteur, c'est que on voit la résistance du nègre boussal, on voit la résistance, le marronnage, si vous voulez, quelque part, à travers la langue. Il y a plusieurs disciplines, en fait, si vous voulez, qui se rencontrent dans cet ouvrage et qui montrent que linguistiquement, religieusement, alors à travers le syncrétisme religieux, par exemple, alors le nègre bossal se retrouve dans une sphère géographique qu'il ne connaît pas du tout. Donc c'est une rencontre violente, ça là, par contre je ne vous apprends rien du tout. Mais on voit que on entend je vais faire comme toi, mais à ma façon, quelque part. Je vais faire comme toi, je vais m'élever, mais quelque part je vais quand même, je vais quand même te tromper, te duper, en utilisant donc la langue du colon, mais en l'adaptant, en s'arrangeant pour que certaines choses ne soient pas comprises. Également religieusement, en partant de l'animisme, par exemple, et le mélanger au catholicisme qui lui est imposé. Le catholicisme étant à cette époque une période de s'élever, alors c'est pas qu'il voulait vraiment, et en fait c'est toujours ça, c'est lire entre les lignes. C'est pas que je veuille vraiment, moi c'est ce que j'entends si vous voulez, toujours en parallèle, c'est pas que je veuille vraiment devenir catholique, mais comme on l'impose, je vais le mettre à ma sauce. Et si vous voulez, à travers la musique, à travers tout ce qui est abordé, et les différentes disciplines, si vous voulez, qui se rencontrent, ce que je trouve merveilleux à travers cet ouvrage, encore une fois, c'est le marronnage dans ces différentes disciplines, si vous voulez. Merci. Alors, je reviendrai simplement sur la question du public, puisque vous avez posé la question de savoir finalement à qui cet ouvrage s'adresse. Alors, bien évidemment, et n'y voyez aucune démagogie, cet ouvrage s'adresse d'abord au public guadeloupéen, puisqu'il est fait vraiment ici, et c'était une volonté, alors on remercie encore une fois les PUA, mais il y avait quand même une volonté de le faire un peu au pays, pour reparler encore de son histoire et de la façon de se l'approprier, ça c'est la première chose. C'est un ouvrage qu'on a voulu à la fois scientifique, puisque bon, ça c'est ce que j'ai pu expliquer sur l'ouvrage, les articles sont expertisés, on a mis la liste des experts au début, donc qui ont donné un accord, enfin voilà, qui ont évalué, apprécié, retenu certains articles, décliné d'autres, c'est tout le processus de ce qu'on appelle une expertise scientifique. Donc il y a d'abord une volonté de s'adresser à des gens qui ont envie de découvrir des choses plus ou moins spécialisées, mais il y a aussi le désir de s'adresser à tous, c'est-à-dire vraiment à tout le monde. On n'est pas obligé d'avoir un bagage en histoire, en théologie, en linguistique pour comprendre l'ouvrage, les bibliographies. Les contributions ne sont pas forcément très très longues et elles sont relativement éclatées. Ce qui permet effectivement peut-être d'avoir peut-être un appétit plus marqué pour la musique aux Antilles, ou bien peut-être pour la Réunion, ou peut-être on en parlera tout à l'heure sur Porto Rico, ou sur la littérature avec Barbara Cooper. Voilà, c'est un ouvrage qui est relativement large et qui, je l'espère, sera au service des envies de chacun. Voilà. Donc un ouvrage qui se veut à la fois scientifique
et en même temps vulgariser au sens de, ça c'est vraiment un désir profond à l'origine de l'ouvrage, c'est-à-dire vraiment être à la portée de tous. Voilà, on prend une dernière question donc, pour ce panel. Merci, monsieur. Oui, bonjour. Est-ce que l'on peut dire qu'il y a une corrélation entre le fonds lexical et la période d'installation? C'est-à-dire que vous avez évoqué, par exemple, le problème qui se pose avec le verbe « être ». Alors, est-ce qu'il y a véritablement un mystère, d'ailleurs mais est-ce qu'il y a déjà un fond avec des premiers mots que l'on peut que l'on pourrait retenir et les différentes périodes d'installation? Alors je donne un exemple justement pour ce qui concerne le verbe avoir par exemple, qui semble, je le mets au conditionnel, mais la relation semble effective. Qui viendrait donc de la même source que tener en espagnol, parce que l'utilisation que l'on fait, et surtout en fait à caractère impersonnel, en tout cas au tout début, et c'est le tiene qui va demeurer en quelque sorte, et c'est celui-là même qui va devenir par la suite tini, qui va évoluer par la suite dans la forme que l'on connaît aujourd'hui, mais qui a la valeur effectivement du verbe avoir, et c'est le même donc qu'on retrouve en espagnol. Ce sont ces mêmes espagnols qui sont effectivement les premiers en contact avec les habitants donc, de Guadeloupe en l'occurrence, alors que une cinquantaine d'années après, un peu plus peut-être même, à Saint-Domingue, eh bien c'est le verbe qui justement est en usage beaucoup plus, mais qui est déjà beaucoup plus proche de la source française que l'on retrouve, et c'est gain qui va demeurer. Alors est-ce que l'on peut dire qu'il y a une corrélation qui s'établit aussi à ce niveau-là? Voilà. Alors, merci pour cette question. C'est difficile de vous répondre. Là, je pense qu'il faudrait vraiment des spécialistes de lexicologie ou de syntaxe en diachronie, c'est-à-dire en termes de développement du créole, ce qui n'est pas mon cas. Donc c'est difficile de vous répondre. Je sais qui pourrait vous répondre, mais bon, les journalistes ne sont pas présents. Je ne sais pas. Alors sur effectivement l'évolution du fond lexical, je pense qu'il y a des choses. Je peux vous renvoyer aux travaux d'André Thibault, éventuellement, d'Elisa Putzka, qui ont vraiment travaillé sur ces questions-là. Mais je n'ai pas de données suffisantes pour vous répondre. Je peux vraiment à la louche, voilà, vous dire effectivement il y a un fond lexical qui, bon, ben voilà, un substrat qui va rester comme dans toutes les langues, qu'on retrouve encore aujourd'hui. Mais vraiment sur l'évolution spécifique, soit d'une périphrase verbale, soit d'un verbe, je ne sais pas. Je sais qu'on peut effectivement expliquer notamment les TM1, donc tout ce qui est particules, par des périphrases qui existaient en français, qu'on retrouve en ancien français, être après quelque chose qui va donner le ap qui est en créole haïtien. Mais sur ces questions-là spécifiques, ça excède mon champ de connaissances, je ne suis pas en mesure de vous répondre. Vraiment, je peux tout au mieux, voilà, tout au plus, pardon, vous diriger vers les travaux d'Elisa Putzka, André Thibault, voilà, qui ont vraiment travaillé sur ces questions-là, éventuellement peut-être Zilke Janssen, mais voilà, je ne pense pas que je puisse, j'allais dire Renaud Gauvin, mais Renaud Gauvin c'est plutôt de la phonologie. Non, je crois que c'est vraiment les trois sur lesquels, enfin il y en a d'autres évidemment, pour travailler sur ces questions-là, peut-être éventuellement les travaux de Georges-Daniel Véronique, qui a travaillé sur ces questions d'évolution. Mais alors, en fait, la difficulté qui se pose, alors c'est pas pour esquiver votre question, mais en fait, quand on travaille sur ces questions-là, c'est toujours un peu compliqué parce que, évidemment, il y a peu de gens qui travaillent sur ces questions, et parfois, on est obligé d'aller piocher un petit peu du côté des médiévistes ou des philologues français,
comme des gens comme Françoise Villoin. Alors elle est spécialisée en morphologie par exemple, mais c'est souvent là que vous allez avoir des explications qui sont parfois les plus intéressantes, parce que ce sont pas forcément les seuls, mais ce sont ceux qui ont une connaissance suffisante en diachronie française pour comprendre parfois les phénomènes qui peuvent se produire. Donc voilà, c'est les conseils bibliographiques que je vous donnerai. Il y a peut-être, alors si j'ai peut-être un article en tête, il y a un article de Sibylle Kriegel, K-R-I-E-G-L, qui a travaillé sur ces questions-là et qui a travaillé sur le développement des patois en France et qui a fait des comparaisons tout à fait lumineuses avec les Antilles. Alors, elle est plutôt spécialisée sur les Seychelles, mais elle a quand même fait un article là-dessus tout à fait, alors je ne l'ai pas en tête, je peux vous retrouver la référence, à la pause éventuellement, je peux vous la retrouver assez facilement. Voilà, donc ça sera pour pallier les incomplétudes. Alors nous allons marquer une petite pause de 5 minutes et puis nous allons reprendre nos travaux. Merci beaucoup. Donc nous allons poursuivre avec notre deuxième panel qui s'intitule « Pratique langagière métissée ». Donc en premier, nous aurons une intervention du docteur Jennings William, qui est enseignant-chercheur à l'université de Waikato, qui se trouve donc en Nouvelle-Zélande. Puis nous entendrons donc le docteur Théro Mylène, qui est chercheuse à l'INSPE. Et nous terminerons donc avec le docteur Anna Forestier, donc à ma gauche, à votre droite, qui est enseignant-chercheur associé au Centre Roland-Mounier. Merci beaucoup pour votre attention. Bonjour tout le monde, je m'appelle William Jennings, je viens de l'université de Waikato en Nouvelle-Zélande et je voudrais vous présenter très brièvement ma contribution à cet excellent ouvrage Voix créole. Je parle de l'identité de la langue dans Atipa, le premier roman créole qui date de 1885. Et oui, c'est un roman, pas comme d'autres ouvrages de l'époque où il s'agit de fables, de chansons. Ici, nous avons tout le portrait d'une société. Il s'agit de Cayenne au XIXe siècle, une société qui a connu beaucoup de transformations. Après l'abolition de l'esclavage, les gens quittent les habitations sucrières et vont devenir fermiers, éleveurs. Les grandes habitations font faillite et les industriels, si vous voulez, y partent. Ensuite vient une ruée vers l'or et on abandonne les exploitations agricoles. Le gouvernement colonial fait venir de nombreuses personnes d'autres parties de l'Empire, d'Indochine, du Maghreb et même de l'Afrique. Ensuite, on a bien sûr le bagne d'autres personnes qui arrivent dans la colonie. Mais il est possible aux anciens esclaves, des gens comme Athénodore Mitterrand, que nous connaissons aujourd'hui comme Alfred Paripou, pseudonyme qu'il utilise pour écrire Atipa, ou un autre Vitalo. Ils sont nés des parents africains à l'époque de l'esclavage, mais ils vont monter en société. Ce n'est pas la société qu'on trouve à l'époque aux Antilles, où, comme le dit Zobel dans la rue Cazenègre, les Békés gardaient la terre, toute la terre du pays, et nous continuions à travailler pour eux. Ce n'est pas comme ça en Guyane. Les créoles sont montés, les créoles d'origine africaine sont montés en société, mais après tous ces changements, toutes ces transformations, ils se sentent menacés. Pour l'auteur d'Atipa, ces créoles, l'identité créole mérite d'être sauvée. Les créoles sont ancrés dans le pays, ils comprennent la Guyane, pas comme les autres. Et il faut être fier d'être créole. Il ne faut pas singer les Français, leur identité. Ils se moquent dans le roman de créoles qui essaient d'imiter les Français. Il fait la même chose pour la langue créole. Si le créole est sa langue maternelle, il vaut mieux le parler que mal parler français. Encore, il se moque de créole qui essaie d'imiter par snobisme la langue, le comportement des Français. Mais surtout, dans ce roman, Paripou va montrer que la langue créole
est une langue littéraire, qu'on peut tout dire, on peut tout écrire en créole. Ce n'est pas une demi-langue, une langue bâtarde. Et il démontre cela, non seulement dans le texte de son roman, mais en l'écrivant en créole, presque un siècle avant le deuxième roman créole. Atipa est un roman longtemps oublié, longtemps disparu, mais aujourd'hui on connaît la valeur de ce roman. Je voudrais terminer par remercier les gens impliqués dans ce projet. D'abord, bien sûr, les directeurs du livre, de l'ouvrage, aux presses universitaires des Antilles, et puis aussi aux autres contributeurs qui ont écrit des chapitres d'une qualité excellente. J'ai bien aimé lire ce livre. Merci beaucoup et au revoir. Merci beaucoup donc au docteur Jennings, donc qui ne pouvait pas être avec nous, mais qui nous a donc soumis cette capsule vidéo. Donc voilà, nous allons poursuivre avec le docteur Théro Mylène, à qui je cède la parole. Merci Nathalie, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors moi je suis hispaniste de formation, donc pas tout à fait créoliste. Néanmoins, mon travail s'inscrit dans une réflexion plus large sur la culture et surtout ce qui nous lie culturellement. La Guadeloupe, la Martinique, Porto Rico, nous n'avons pas connu les mêmes colonisateurs, néanmoins, nous avons un fonds culturel commun. J'ai pu faire découvrir justement ce fonds culturel à des collégiens au travers d'un projet sur l'interculturalité où, à travers le conte, on se rend compte que nous avons des personnages qui ont quitté le continent africain, qui ont transité par la Caraïbe et qui, indépendamment de la langue parlée, anglais, espagnol, français, on retrouve certains personnages qui, originellement, viennent de l'Afrique. Et donc, dans cette réflexion globale sur ce qui fait quelque part la culture caribéenne, eh bien, j'ai été très enthousiaste à l'idée de contribuer à la rédaction de cet ouvrage. Alors, ma contribution permet de faire entendre le parler boussal d'un esclave, José, dans une œuvre théâtrale qui a été publiée en 1852. C'est une œuvre qui n'est pas très connue. Elle a été publiée, donc, comme je l'ai dit, en 1852, mais pas en tant qu'œuvre théâtrale. Elle faisait partie d'une anthologie de recueils avec par exemple des poèmes. Et donc, c'est l'Instituto de Literatura Puertorriqueña qui a réédité cette œuvre théâtrale pour mettre en lumière le parler de l'esclave José. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, il n'y a pas de créole en tant que tel à Porto Rico. Néanmoins, certains écrits du 19e siècle font apparaître un parler bossal qui s'apparente, qui ressemble au créole qui émerge dans nos sociétés caribéennes, françaises. Et donc, le travail que j'ai mené consistait dans un premier temps à présenter les caractéristiques de ce parler bossal, dans un premier temps, et ensuite à essayer d'établir des comparaisons avec le créole à base lexicale française dans les colonies françaises. Et donc, ce qui est intéressant, et parce que je ne suis pas créoliste de formation, j'ai été agréablement surprise de constater qu'on peut établir des liens entre ce parler et donc ce qui commençait à s'appeler du créole dans nos colonies françaises. À titre d'exemple, par exemple la Ferrez, c'est-à-dire la suppression de phonèmes en début de mot. On a par exemple, donc à partir des travaux de Labégou, qui ne se présente pas comme grammairien ni linguiste, mais en tout cas qui a collecté un certain nombre d'informations sur ce parler créole, on constate que par exemple, qu'il y a ce phénomène d'aphérèse aussi. Il donne deux exemples, enfin plusieurs, mais j'en ai retenu deux. Par exemple, le verbe allumer, qui devient lumer, et qui a donné dans notre créole limer, demander, mander. Et donc, il y a ce même phénomène
qui se produit, que l'on constate en tout cas dans le parler de cet esclave portoricain, avec une particule qui va servir à parler au présent, qui est ta. Ta, de esta, supprime le S, il reste ta. Et on a également, donc pour construire le présent, on a cette particule à Porto Rico de ta plus le verbe à l'infinitif auquel on supprime le R. Et en français, on se rend compte que c'est la même chose avec K. K plus que ce qui s'apparente à un participe passé. Donc j'ai pu, en comparant un petit peu ce qui a été retranscrit dans cette pièce de théâtre et donc dans le précis de grammaire de l'abbé Gou, j'ai pu constater quand même des similitudes entre ce parler créole, comme je l'ai qualifié de créole, à Porto Rico, et donc la langue créole qui émerge dans notre société. Donc, si vous voulez, ce qui m'a semblé très intéressant, c'est qu'au-delà de l'ère linguistique, francophone, hispanophone, il y a quand même un substrat qui est intéressant. Et on se rend bien compte, tout à l'heure, il y a un monsieur qui a parlé de l'aspect lexical. On se rend compte effectivement qu'il y a une évolution du parler. Au niveau lexical, on peut quelque part retracer l'évolution. Et au niveau de la grammaire et de la syntaxe, on se rend compte qu'on reste à peu près sur les mêmes schémas. Un autre exemple pour la traduction du futur proche. L'espagnol, enfin à Porto Rico, c'est va plus le verbe à l'infinitif. En créole contemporain, c'est en que, mais avant l'utilisation de que, il y avait l'utilisation de va. Et donc, je me suis rendu compte que finalement, qu'on soit à Porto Rico ou en Martinique ou en Guadeloupe, il y avait des liens que l'on pouvait établir. J'avais commencé à établir ce lien au niveau culturel à travers les contes. Et maintenant, je me rends compte que linguistiquement, on peut établir des liens. Malheureusement, il n'y a pas eu le processus de créolisation ne s'est pas s'est arrêté à Porto Rico. Il a continué dans nos colonies jusqu'à maintenant, donc il évolue. Il s'est arrêté à Porto Rico, mais néanmoins, au niveau de la culture, notamment de la danse, on continue à suivre ces évolutions. À Porto Rico, avec la bomba, il y a certains chercheurs qui se sont intéressés à la danse traditionnelle, donc portoricaine, qui ressemble beaucoup à notre croca. Donc je ne suis pas spécialiste de la danse, mais j'ai pu établir justement quelque part ce continuum entre Porto Rico et la Guadeloupe, puisque c'est d'abord dans mon raisonnement, parce que étant hispaniste, je me suis dit, mais quel lien on peut trouver entre Porto Rico, etc. Parce que ça m'a toujours intrigué, quand j'allais à Porto Rico, de constater que, par exemple, en période cyclonique, la Guadeloupe était sur la carte. Même si on demande à Porto Rico, à un portoricain, bon, est-ce qu'il connaît la Guadeloupe, il va vous dire, bon, il ne sait même pas où ça se trouve. Mais en termes de météorologie, sur la carte, toujours la Guadeloupe, parce que tous les cyclones, quasiment tous les cyclones dévastateurs de Guadeloupe sont passés à Porto Rico. Et donc ça m'a intrigué, je me dis, ça paraissait anecdotique, mais je me suis demandé, mais est-ce qu'il n'y avait pas d'autres liens à établir? Donc j'ai commencé à m'intéresser à la culture, donc j'ai travaillé sur les contes, sur les expressions, et quand les collègues m'ont sollicité pour travailler sur cet ouvrage, j'ai été enthousiasmé. Je me suis dit, bon, c'est vrai que ce n'est pas mon champ d'investigation, le créole, mais malgré tout, je pouvais essayer de trouver des liens entre colonie française et colonie espagnole. Et donc, je suis tombé sur cette œuvre, elle se présente comme ci, cette réédition, où l'esclave français, il n'a pas une très grande place dans l'œuvre. Par contre, il y a eu un effort de l'auteur pour retranscrire le parler de cet esclave.
Et on voit bien la différence entre le parler de cet esclave, donc Boussal, hein, qui n'est pas né aux Amériques, et l'autre esclave, Nassaria, qui parle, elle, un espagnol qui est quasiment identique à celui parlé par le maître. Et ce qu'il y a intéressant aussi de constater, c'est ce jeu entre les deux personnages, où finalement on se retrouve un petit peu replongé dans les comédias de l'époque du siècle d'or espagnol, où il y avait l'histoire d'amour entre les maîtres qui était déclinée à un autre niveau entre les esclaves. Et donc ce José qui a pour ambition de se marier donc avec Nassaria essaie de la convaincre dans son espagnol imparfait, et elle ne cesse de le dénigrer jusqu'à la fin où finalement, comme il a un petit peu d'argent, de par les jeux issus de l'argent issu des combats de coq, eh bien, il réussit à demander et à obtenir la main de Nassaria. Et donc, au-delà du parler, c'est aussi un environnement culturel. Hein, les amateurs de combat de coq savent bien que les coqs de Porto Rico et de République dominicaine sont très prisés. Et donc déjà à cette époque, 19e siècle, on se rend compte que c'est un moyen d'obtenir de l'argent et de prospérer sur l'île. Donc, en définitive, ce parler témoigne quand même d'une certaine vivacité de cette langue dans la société. Et donc, pour reprendre un petit peu l'idée qui a été émise tout à l'heure, je ne sais plus si c'était dans la salle ou à distance, on parlait d'appauvrissement ou d'enrichissement. Ce qui est intéressant de noter, c'est que il ne faut peut-être pas le voir de manière manichéenne, hein, plus ou moins, mais c'est surtout voir comment se crée un nouveau langage à partir de langues en contact. Parce qu'en fait, si la langue en tant que telle a disparu, mais on retrouve surtout dans le domaine culinaire, on retrouve encore des termes qui sont issus des langues africaines. Par exemple, kalalou, malanga, ce sont des termes issus des langues africaines. Et donc, dans les danses aussi, aujourd'hui, quand on danse la bomba, ils répètent, ils chantent donc des chants dont ils ne connaissent pas forcément la signification, mais les linguistes arrivent à relier à ces langues originelles de l'Afrique. Donc tout ce travail, bon, c'est un travail introductif, hein, j'ai pris beaucoup de plaisir à me lancer là-dedans, parce que je ne suis pas spécialiste, mais je pense que c'est établir ces liens, puisque j'ai entendu beaucoup de collègues intervenir sur tout ce qu'on peut trouver en français, mais il y a énormément de travaux en espagnol et de travaux en anglais. Il y a un universitaire, John Lipkis, qui s'est beaucoup intéressé à tous ces créoles. Donc il parle de la côte africaine, il explique un petit peu comment d'abord ce pidgin, etc., au niveau des côtes, comment les esclaves, quand ils arrivent, en fonction des territoires, en fonction des langues en contact, ça évolue. Donc il parle du papiamiento de Curaçao, il parle du palenque, et il parle un petit peu de notre créole français. Beaucoup plus du créole qui est parlé en Haïti, un peu moins de notre créole. Donc c'est un travail, comme je l'ai dit, introductif, mais qui appelle d'autres approfondissements qui, je pense, permettront d'éclairer une partie des recherches, de ces recherches qui sont menées en français. Donc voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Thérault. Donc nous allons poursuivre avec le Dr Anna Foresti. Merci pour l'invitation. C'est toujours agréable de venir parler de ces recherches. Alors, donc moi, je suis venue parler, les voix créoles, je l'ai interprétée sous une approche langagière, mais avec une perspective historique, puisque je suis historienne, et j'ai essayé de reconstituer les pratiques langagières dans un monde particulier, qui est le monde de la guerre. Il faut savoir que le monde militaire et paramilitaire, c'est un espace où les hommes font corps,
où ils servent des fois quotidiennement, et ce service a une influence sur la manière de parler. Des historiens ont travaillé sur la question, alors, beaucoup sur la métropole, et aussi dans d'autres espaces coloniaux, par exemple en Louisiane ou au Canada. Des historiens ont montré que ce service, comment a par exemple influencé une homogénéisation du français des différents colons qui venaient de différentes régions de la France. Or, dans les Antilles françaises, on n'avait pas de recherche sur la question, donc j'ai un peu lancé des pistes. Surtout, nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu des couches de langues, on a une cohabitation de langues, les langues africaines, les créoles et le français. Et donc, c'est des perspectives historiques, linguistiques qui sont vraiment intéressantes. Donc, je me suis concentrée sur les soldats noirs, puisque c'est des voix qu'on n'entend pas, qu'on ne connaît pas. Et dans mon article, déjà, j'ai commencé par présenter ces soldats noirs, cette militarisation qu'il y a au XVIIIe siècle. Il faut savoir qu'il y a vraiment une montée en puissance du service des hommes noirs pendant tout le XVIIIe siècle. Et ce par deux biais. Déjà, à partir du XVIIIe siècle, il y a les milices. Alors les milices, c'est ma spécialité, j'en parle beaucoup, mais pour vous présenter, si vous ne connaissez pas, c'était les premières forces de défense. Il faut imaginer qu'au XVIIe siècle, il y a très peu de soldats, surtout pour les différentes îles, en particulier pour la Guadeloupe. Donc les colons s'arment, font des sortes de proto-milices, puis de milices institutionnalisées pour la défense, mais aussi pour la police, parce qu'on est encore très loin d'une police professionnelle. Sauf que cette milice va s'ouvrir progressivement à partir du XVIIIe siècle aux hommes de couleur. D'abord libres, mais aussi en embauchant des esclaves. Et ça, j'en parle dans l'article. Dans la deuxième partie, je montre aussi qu'il y a une autre manière pour cette militarisation. Elle s'exprime aussi par la création de premières troupes, cette fois-ci professionnelles, de soldats noirs. Ça, c'est dans la deuxième partie du XVIIIe siècle. Et il va y avoir, notamment pendant la période des révolutions, donc à partir de 1770, avec la Révolution américaine, celle haïtienne et française, les premières troupes noires qui vont développer toute une génération de soldats et d'officiers noirs. Et avec cette arrivée plus massive de soldats noirs, j'ai voulu m'interroger, est-ce que ça va influencer l'usage des langues? Et donc dans cet article, j'ai essayé de réfléchir à reconstituer, à interroger l'univers, l'environnement langagier de ces soldats au fur et à mesure du XVIIIe siècle. Et donc j'ai réfléchi sur l'usage des langues, et en premier le français. Est-ce qu'ils parlaient français? Quel français? Et à quoi servait le français dans cet univers militaire? Alors bien sûr, mes collègues en ont parlé, il y a toujours le problème des sources, notamment au début du XVIIIe siècle, où déjà qu'on a assez peu de choses sur la manière dont parlaient les populations, et encore moins sur les populations noires. Donc on va chercher des très petites traces, et par exemple sur la première compagnie de miliciens noirs en Guadeloupe, c'est en 1703, quand les Anglais attaquent la Guadeloupe, c'est le père Labat qui cette fois-ci était présent, était témoin. Il nous retrace l'action héroïque de cette compagnie, mais rien du tout sur la manière dont il parle. Donc c'est très difficile pour nous de s'interroger sur ce silence, qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il parle comme les autres? Est-ce que c'est pas un intérêt pour les observateurs qui ont un point de vue européen? Et donc c'est très difficile. Il faut vraiment attendre la fin du XVIIIe siècle pour qu'on ait vraiment des sources qui nous permettent vraiment de comprendre les langues utilisées. Et ça va être notamment pendant la Révolution française, on a la constitution de troupes, et donc de sources administratives où on va commencer à mieux connaître ces soldats, et notamment les officiers. Malheureusement, on a toujours beaucoup plus de sources sur les officiers et assez peu sur les soldats. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit par exemple les officiers dans la Légion américaine. La Légion américaine, c'est une troupe qui est constituée en hexagone, en métropole, en 1793, avec beaucoup de libres de couleur d'Île-de-France, donc des hommes noirs libres en Île-de-France, et aussi des prisonniers de la Caraïbe qui sont relâchés par les Anglais. Et dedans, on va connaître des officiers très célèbres, Magloire Pelage, Louis Delcrès, qui sont dans ces troupes. Et on a des sources qui produisent, qui vont par exemple présenter chacun de ces officiers. Et on apprend par exemple que la majorité, plus de 56%, maîtrise bien, voire très bien, c'est le cas de Louis Delcrès, le français.
Une autre source que j'ai utilisée, ce sont les écrits très nombreux laissés par un autre officier très célèbre, cette fois-ci de notre espace caribéen, c'est celui de Toussaint Louverture à Saint-Domingue, qui nous montre comment le français est vraiment utilisé dans ce monde de la guerre pendant la Révolution. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le français, en fait, c'est vraiment la langue de communication dans cet espace et que sa bonne maîtrise est un outil d'ascension pour ces officiers noirs à la fin du XVIIIe siècle. Mais cette période est aussi un moment où on voit apparaître une autre langue qui va prendre vraiment une place, c'est les créoles. Et ça, on va le voir sous différentes traces, alors malheureusement souvent indirectes, rapportées, modifiées par des observateurs soit postérieurs, comme les historiens du XIXe siècle, comme Lacour en Guadeloupe, ou de même pour Saint-Domingue à Haïti, ou des observateurs européens qui vont détourner bien sûr la voix créole, les voix créoles, ou bien sûr avoir souvent des difficultés sur sa transcription. Et j'ai plusieurs exemples, on a beaucoup de discours et aussi des chansons. Alors je voulais juste vous montrer un exemple d'une chanson qui daterait des années 1770. Et cette chanson, bien sûr, on la retrouve par un témoignage d'un petit-fils d'un officier qui était sur place. Bien sûr, je ne vous la chanterai pas, il vaut mieux. Et surtout parce qu'on n'a pas les notes, mais on a les paroles transcrites d'une manière, bien sûr, aléatoire par ce descendant d'officier. Et je peux vous présenter dans un créole un petit peu modernisé pour qu'on le comprenne mieux. Et ses premières paroles, c'est « Missier Destin à la grenade, Goumé avec on peut baillon ». Alors cette chanson, qui continue après, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte le moment où elle aurait été chantée par les corps expéditionnaires du vice-amiral Destin, qui avait été envoyé de Paris avec des troupes françaises, mais qui avait aussi recruté sur place, notamment à Saint-Domingue, de nombreux soldats noirs. Et cette chanson, elle est chantée pour montrer la victoire de cette troupe sur la colonie britannique, alors la Grenade, face donc à l'amiral John Byron qu'on retrouve dans la chanson. Et donc ces premières traces de chansons et aussi de discours que vous pourrez retrouver dans l'article, qui sont utilisés à des fins poétiques ou à des fins militaires pendant les révolutions donc, américaines mais aussi françaises et haïtiennes, nous montrent que cette langue, la langue créole, est utilisée de plus en plus pour galvaniser les soldats, pour s'adresser au plus grand monde, puisqu'on est dans des populations, dans des armées populaires. Et si malheureusement ces discours des chefs militaires de Saint-Domingue puis de la jeune Haïti nous sont souvent malheureusement retranscrits de manière déformée ou de manière parfois même inventée, en tout cas les nombreuses occurrences du créole à cette période-là nous montrent que dans le monde militaire comme dans la société, cette langue a pris est devenue progressivement la langue privilégiée de communication, même s'il faut attendre pour Haïti 1987 pour qu'elle soit reconnue comme langue officielle. Alors si je parle beaucoup dans l'article de Haïti, c'est parce qu'on a des sources très abondantes et malheureusement on en a beaucoup moins pour nos territoires et j'espère que c'est quelque chose que je pourrai continuer pour essayer de retranscrire les voix en créole de nos officiers de pelage à Delgrès dans le futur. Voilà, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir la lumière à la régie, s'il vous plaît, pour le public? Je vais poser deux petites questions. C'est un peu hasard si le micro ne revient pas. Déjà, une première question concernant Porto Rico, le phénomène de créolisation s'est interrompu à Porto Rico. Donc, j'aimerais que vous expliquiez un petit peu pourquoi. Bon, enfin, on peut imaginer. Et deuxième question, quand on parle de parler de l'esclave qui est récupéré quelquefois en histoire, est-ce qu'on peut imaginer à juste titre que ce serait se parler d'esclave plus une construction déjà, parce que c'est forcément pas l'esclave qui a raconté. Est-ce que ça peut être une construction de celui qui a écrit, qui réinvente? Est-ce que ça peut être tout simplement du folklore? Est-ce qu'on peut vraiment se baser là-dessus? Et une troisième petite question peut-être, est-ce que les récits qui ont traversé le temps, disons la littérature orale,
certains de la littérature orale, ce qu'on retrouve dans les proverbes, les expressions, constitue un éclairage pour constituer un petit peu ce que pouvait être le parler, la voix d'autrefois. Alors, pour Porto Rico, donc la première question c'était sur comment expliquer le fait qu'actuellement, qu'il n'y ait pas donc, la survivance du créole à Porto Rico. C'est tout simplement, l'une des explications, c'est la proportion d'esclaves en fait. Porto Rico a été l'île où il y avait le moins d'esclaves, et donc au contact de l'espagnol, il y a un phénomène, enfin voilà, la langue elle se dilue. Et quand il n'y a plus d'apport, parce qu'il faut savoir que la traite négrière a été abolie par les Anglais en 1807, même si elle a continué, il y a eu après le phénomène avec les corsaires qui essayaient d'intercepter à chaque fois les bateaux négriers. Et bien souvent, pour échapper à ces corsaires, qu'est-ce qu'on faisait? On jetait les esclaves par-dessus bord. Donc en fait, cet apport d'esclaves à Porto Rico, en tout cas le manque, je pourrais dire ça, hein, le faible nombre d'esclaves à Porto Rico ne permet pas justement de poursuivre ce phénomène, puisqu'on va se retrouver quelque part en vase clos et plus d'évolution, plus d'apport. Il faut savoir aussi que la population de Porto Rico a été fortement aussi influencée par les révolutions autour. D'abord la révolution haïtienne, ensuite il y a eu également des répercussions des révolutions de Guadeloupe, parce que toutes ces personnes qui ne se sentaient plus en sécurité ni à Saint-Domingue, ni dans les colonies françaises, arrivaient à Porto Rico. Il y a eu un fort rapport de colons français à Porto Rico. Et à partir de 1815, il y a eu un décret royal qui permettait aux colons portoricains, leur permettait d'aller chercher des esclaves sur les autres îles de la Caraïbe, puisqu'il fallait quelque part pouvoir encore avoir des esclaves sans passer par le commerce transatlantique qui était maintenant un peu verrouillé par les Anglais. Et donc, au bout d'un moment, la population de couleur, elle décroît par rapport à la population qui parle espagnol, castillan, et donc la langue, elle ne se perpétue pas, hormis dans ces zones où, par exemple, à Loïssa, où s'est développée la bomba. Mais la langue en tant que telle n'a pas pu évoluer et se stabiliser comme la langue créole s'est stabilisée dans nos îles. Et la deuxième question, c'était sur... Oui, alors la question sur la retranscription des voix des esclaves en particulier, mais qui est la même question sur les voix des hommes noirs libres. C'est vrai qu'on n'a pas de retranscription directe de ces voix. Elles passent toujours par un médium, par un intermédiaire, souvent colonial, européen. Et donc bien sûr que nous, historiens, linguistes, on va toujours interroger qui le retranscrit et quel est son impact sur cette retranscription. Mais il faut savoir qu'on a quand même plusieurs sources qui nous permettent de comparer. Et donc il y a des éléments qu'on peut retrouver et qu'on peut interroger. Et on parlait tout à l'heure de l'article de Gilles Delattre qu'il a fait sur les témoignages d'esclaves. On a les témoignages les plus proches peut-être qu'on pourrait trouver. C'est les témoignages d'esclaves dans les procès du 19e siècle, où on a des procès avec le greffier qui notait les témoignages de tous ceux qui venaient lors des procès. Et ce greffier, oui, souvent, il était issu de l'Europe, donc il notait comme il peut. La plupart du temps, il retranscrivait en français, et dans un français même assez soutenu, qui n'est pas du tout cohérent avec le parler de personne à cette époque. Mais parfois, il y a certains greffiers qui ont une petite appétence, qui ont un intérêt, et qui vont essayer de se rapprocher au plus près. Et c'est là où on va, bien sûr, toujours se rapprocher au plus près, et bien sûr, jamais retranscrire complètement ces voix. Et nous, les historiens, on va toujours contextualiser, réfléchir à ces médias, réfléchir à l'impact. Et moi, je travaille beaucoup sur les historiens du 19e siècle, Lacour ou Madiou pour Saint-Domingue. Alors, Lacour, il met très peu de créole, c'est fort dommage. Madiou, beaucoup plus.
Et donc on a toujours cette transformation, bien sûr, en plus c'est a posteriori, mais on va aussi pouvoir travailler, dire comment utiliser le créole. Voilà, ce qui m'intéresse surtout, c'est quel est l'usage. À quel moment on fait parler cette personne en créole, pourquoi, qu'est-ce que ça montre de ces sociétés et de leur usage des langues. Voilà. Alors, je voudrais savoir si dans votre ouvrage, vous avez parlé du papamiento, qui est un mélange, je pense, de créole venant d'un petit peu partout. Non, je n'ai pas abordé la question du papamiento. C'est vrai que l'ouvrage de référence que j'ai utilisé en parle beaucoup, mais moi je ne l'ai pas abordé puisque je me suis basé sur la pièce de théâtre portoricaine. Donc, mais c'est vrai que dans les études sur le créole à base lexicale espagnole ou portugaise, on parle beaucoup du papamiento, oui. Alors, par contre, si je peux me permettre, la question n'était pas destinée, mais dans un ouvrage qui devrait sortir avant le mois de décembre 2025, vous aurez un très bel article dans langue, littérature et société aux Antilles et à la Réunion, donc un très bel ouvrage qui va sortir bientôt. Vous aurez un article consacré au papamiento, qui est écrit par Bader André, qui est issu de l'université de Porto Rico, mais qui travaille sur Curaçao. Donc il faut encore attendre un peu. Oui, voilà. J'ai en mémoire une chanson de la barbadienne Rihanna qui commence ainsi, ça passait, qui bien évidemment est du créole. Et je voulais savoir si, selon vous, à un moment donné, le créole était très largement parlé dans la Caraïbe, ce qui correspondrait à un âge d'or, n'est-ce pas? Est-ce que ceci a pu exister? J'ai une deuxième question, mais elle viendra après. Alors, Monsieur Thompson, qu'est-ce qui a pu se passer? Vous pouvez reformuler, s'il vous plaît. Est-ce qu'à un moment donné, on peut imaginer qu'il y a eu une langue créole largement parlée dans la Caraïbe? Alors, j'aimerais beaucoup vous répondre, je ne suis pas linguiste. Je ne suis pas linguiste, j'aimerais beaucoup vous répondre. Je ne sais pas si mes collègues contributeurs, co-directeurs. Je sais Catherine est là, donc oui. Parler créole là. Bien évidemment, c'est ça. Mais je ne suis pas linguiste, donc... En fonction des aires linguistiques, le créole a évolué de manière totalement différente. Vous avez vu, à Porto Rico, ça a disparu. Actuellement, si on parle du créole actuellement, à la Dominique, moi j'ai eu l'occasion d'aller à la Dominique, tout le monde ne parle pas créole à la Dominique. Vous allez à l'office du tourisme, il y en a qui ils disent oui, mon grand-père parlait créole, mais pas moi. Et donc, un âge d'or, peut-être, mais enfin, un âge d'or certainement lié à la proportion d'esclaves, mais pas forcément un âge d'or en termes de rayonnement. Puisque le créole évolue en fonction, bon voilà, on est à Barbade, voilà, il y a eu cette évolution dans les îles anglophones, une autre évolution dans les îles hispanophones, donc voilà, on ne peut pas parler d'un ensemble homogène qui évolue en même temps de manière tout à fait synchrone en fait. Oui, tout à fait, je pense qu'il faut vraiment découper, et par exemple pour Haïti, la fin du XVIIIe siècle, on pourrait imaginer comme un début d'âge d'or, parce que c'est là où on a de plus en plus de scripteurs en créole, on a du théâtre en créole, on a des journaux, on a de la poésie, on a des chansons, et après, voilà, à l'échelle caribéenne, c'est très difficile de le dire, et après, âge d'or, ça veut dire qu'après aussi, on a une vision de l'histoire, donc après, ça va vraiment bien, alors que c'est un créole qui évolue, qui se réinvente. Peut-être encore deux questions. La deuxième question est revenue, si vous permettez, rapidement. Le mot créole,
me semble-t-il, a vieilli. La langue créole occupe tout l'espace maintenant. Est-ce que ça pose un problème? Et lequel? Je disais que le mot a vieilli au point qu'on s'étonne que pas puisse être créole ou avoir des ascendances créoles. Ce vieillissement-là, quel problème pose-t-il? On ne sait plus très bien ce que c'est que créole. Peut-être que dans votre ouvrage, vous posez le problème de la définition du mot créole. Oui, c'est vrai que c'est une très bonne question. C'est un article justement dans notre numéro d'études caribéennes où j'avais essayé de travailler sur cette définition de créole et montrer l'évolution du XVIIe siècle jusqu'au XXe siècle, cette évolution et cette perte peut-être de sens et d'identification, de revendication qu'il peut y avoir autour. Et c'est une question identitaire. Aujourd'hui, qui va utiliser le terme? On va utiliser le terme créole pour peut-être des éléments de culturels, mais se dire créole, c'est vrai que c'est une autre définition et il y a une déconstruction du terme aussi créole sur certaines générations et des milieux militants. Et donc c'est plein de questions qu'il faut se poser pour voir l'impact de ce mot, je pense. Tu veux dire quelque chose, simplement pour compléter, en fonction, encore une fois, des aires linguistiques, le terme créole n'a pas la même portée. Quand on reste dans la sphère hispanophone, l'évolution, alors au départ ça vient du portugais, ensuite créole, etc. Donc au début, comme l'a dit Nathalie, désignait les esclaves, ensuite, en tout cas dans la sphère hispanophone, désignait donc les possédants créoles par opposition aux peninsulares, donc c'était ça, mais là on était 19e, là on commence à être, on a envie d'être indépendant, etc. Donc ces petits soubresauts là pour obtenir l'indépendance par rapport à la couronne espagnole. Donc ce terme revint à un nouveau sens et donc évolue au fur et à mesure. Donc vous voyez qu'en fonction des époques et des lieux, ce terme n'a pas la même traduction, en tout cas la même réalité. Alors si je peux me permettre de rajouter, je voudrais juste revenir sur le sac passé de Rihanna et dire que c'est une modalité haïtienne. Et sachant que c'est ce créole qui est le plus répandu aux États-Unis, donc par des influences en quelque sorte, et une forme d'assimilation en fait de tous ces créoles. Rihanna a sûrement retenu le sac passé des Haïtiens pour pouvoir faire comme une introduction dans sa chanson. Si elle était à Paris, elle dirait sûrement ça refait ou parfait. Je pense que ça reviendrait un petit peu à cela, mais c'est plus, je pense, un effet de mode presque et de diffusion en fait de ce créole. On prétend même que New York deviendrait la capitale du créole, le premier lieu en quelque sorte, oui, sans doute avec Miami. Voilà. Avec Miami, exactement. Voilà. Donc ça il faut pas négliger. En fait, nous sommes effectivement dans une ère qui permet la diffusion en fait du créole de manière beaucoup plus large. Il n'y a qu'à voir le nombre d'intervenants qui se proposent de l'apprentissage justement de la langue uniquement par contact, je dirais. C'est à partir de ce que l'on entend qu'ils tentent de le faire sur les réseaux. Donc ce sont des phénomènes qui, à mon avis, vont effectivement se poursuivre, mais dans la manière et la façon dont on peut le voir à partir donc, de ces sources historiques, il y a, je crois, effectivement un champ extrêmement ouvert, large
j'ai presque envie de dire que c'est maintenant que le véritable travail commence, maintenant que les historiens se penchent un petit peu sur, justement, j'ai même pas envie de dire Genèse, hein, mais c'est un peu là, puisqu'il faut que l'on comprenne à quel moment que la langue apparaît, s'installe, et puis l'évolution qu'elle va connaître. Maintenant que nous en sommes en fait à une préoccupation beaucoup plus formelle de l'écrit, il y a lieu effectivement de voir, à mon sens, d'où l'on est parti, mais pour pouvoir justement fonder avec des éléments beaucoup plus vérifiables, analysables, ce qui se passe dans la langue d'aujourd'hui. Voilà. Très bien, nous allons prendre une dernière question. S'il y en a. Sur le mystère sur le mystère de l'absence en fait des créoles, on va dire, parce que c'était la formule que l'on employait, hein, créole à base lexicale, française, anglaise, espagnole. C'est vrai que pour ce qui concerne l'espagnol, en fait, il y a toujours eu ce questionnement, à savoir pourquoi chez eux, en fait, ça n'existait pas, en tout cas pas comme chez nous. Peut-être que ça répond aussi à la question de monsieur quant à une période qui serait celle où le créole se serait beaucoup étendu dans la Caraïbe. Maintenant que la question est posée, je me demande est-ce que ça ne correspond pas aussi, hein, c'est pas une réponse que j'apporte, hein, c'est une supposition. Est-ce que ça ne correspondrait pas à la période où les forces, on va dire, militaires, puisqu'on a abordé la question, les forces militaires de la Guadeloupe et de Saint-Domingue ont en quelque sorte dominé tout le territoire maritime de Chine. En dehors du fait qu'avec les deux périodes révolutionnaires, enfin il y en a trois, la Révolution française, ensuite les périodes qui ont fait que les colons français ont dû effectivement migrer dans les autres pays, et donc qu'ils ont tout emporté évidemment avec ça, avec leur langue, quoi. C'est ce qui explique d'une part le créole trinidadien. Ce n'est pas pour rien qu'il est beaucoup plus proche du créole martiniquais, puisque les colons martiniquais étaient beaucoup plus nombreux à migrer vers Trinidad à cette époque-là. Donc il y a peut-être une diffusion qui est beaucoup plus élargie de par les migrations qui ont pu se faire en fonction des épisodes historiques, quoi. Voilà. Très bien. Eh bien, je crois que nous allons clore avec quelques mots. C'est vrai que le docteur Kando a parlé de choix de cœur pour ce projet. Donc, j'enseigne la civilisation états-unienne. Et donc, j'ai des amphithéâtres remplis. Voilà. Et il y a quelque chose qui me marque toujours, c'est chaque nouvelle vague, voir en fait beaucoup de couleurs dans mes amphithéâtres. Et parfois, je vois tellement de couleurs. Alors, mes étudiants, je suis à moitié ci, à moitié ça. Et puis, récemment, j'ai été quelque part, je ne vais pas rentrer dans trop de détails pour qu'on ne puisse pas savoir où, mais je me suis retrouvée qu'avec des personnes que de ma couleur. Je ne sais pas comment vous expliquer. Comme moi, juste comme moi. Et je me suis sentie aliénée. Et j'ai regardé ma collègue, et ma collègue m'a regardée. J'ai dit, mais il y a quelque chose qui... ça ne me va pas.
Je crois que c'est vraiment ce type d'expérience qui nous permet d'apprécier ce qu'est être créole. La beauté, la richesse de notre culture, votre présence ici, aujourd'hui, mardi matin, montre cette appétence que nous avons pour la question du créolisme. Qu'est-ce qu'être créole? Qu'est-ce qui fait notre beauté, notre richesse, aussi autant linguistique que musicologique. Nous avons tellement de choses à explorer encore, nous l'avons dit tout à l'heure. Donc ce projet est vraiment un projet de cœur, c'est un projet aussi relatif à notre expérience personnelle. Je pense tout à l'heure à Olivier Sage qui parlait de l'importance pour nous d'être d'ancrer, si vous voulez, ce travail, de l'avoir fait pour les Guadeloupéens, pour que nous puissions nous retrouver quelque part. Donc merci à tous, merci d'être venus et merci de soutenir encore ce type de projet. J'espère qu'il continuera. En tout cas, à travers mes étudiants, je vois qu'il y a un grand intérêt. Je vais juste rajouter une dernière chose. Mon neveu me posait la question, donc je vais répondre. Est-ce que les jeunes, est-ce que la génération montante s'intéresse toujours au créole? Je dirais que oui. J'ai mon allié ici, M. Jean-Philippe Blacodon, avec qui nous travaillons chaque année au Black History Month. Mes collègues le savent très bien. Et je m'émerveille de voir à quel point les jeunes ont un intérêt vraiment poussé pour la langue, pour la culture. J'ai envie de dire long live creolism, creolity. Et donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous en guise de mots de clôture. Merci pour votre présence, merci pour votre soutien à notre projet. Et donc j'espère que nous pourrons partager encore avec vous de très belles choses. Merci. Ceci étant, je ne sais pas si mon collègue, tu vas ajouter quelque chose, Olivier? Bien. Non, pas grand-chose. En tout cas, un grand merci de votre soutien. Je crois que, comme l'a dit Nathalie, c'est un ouvrage qui veut prêter l'oreille à une société plurielle. Et je crois que vous en êtes l'exemple aujourd'hui. En tout cas, un grand merci. Merci beaucoup.